Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est rarement abordé dans tous les débats qui concernent l'Amérique latine. C'est un débat qui concerne la présence des afro-descendants en Amérique latine. Bien souvent, quand on parle des Afro-Américains, on pense essentiellement et parfois uniquement aux Afro-descendants qui vivent aux États-Unis, qui sont pourtant une minorité, 10% du total. 90% des Afro-descendants sur le continent américain, en effet, sont dans l'espace antillais caribéen et dans l'espace latino-américain. On s'est accroché pour aborder ce sujet sur une célébration qui est elle aussi peu connue, celle des femmes latino-américaines et caribéennes, qui est commémorée chaque année le 24 avril. Le 25 juillet, le 25 juillet, et on a sorti à cette occasion, en collaboration, la Fondation Jean Jaurès avec Nouveaux Espaces Latinos de Lyon, un dossier concernant donc les influences africaines en Amérique latine. Alors d'abord, pour traiter de ces questions, trois représentantes de communautés afrodescendantes, trois donc féminines, dans trois pays différents d'Amérique latine, le Brésil avec Suzette Paiva Lima, la Colombie avec Gabriela Riascos Pozo et l'Équateur avec Miriam Vázquez Mina. Compte tenu des contraintes sanitaires, on n'a pas pu les mettre toutes les trois autour de cette table, donc elles vont parler successivement l'une après l'autre. Donc la première question, c'est une petite présentation. Suzette, qui est une brésilienne de Paris, mais qui a vécu de longues années au Brésil, où elle a été activiste de mouvements sociaux, et en particulier de mouvements sociaux des communautés noires dans l'état de Rio et dans l'état de Bahia, au nord-est du Brésil. Alors, Suzette, qu'est-ce que c'est que cette date du 25 juillet? Depuis quand le 25 juillet est-il le jour des femmes afro-latino-américaines et caribéennes? Bonjour, nous remercions la Fondation Jean Jaurès pour son invitation à ce jour célébrant des femmes noires latino-américaines. Comme tu bem dit, meu nome é Suzette Lima et j'ai travaillé beaucoup au Brésil avec la communauté afro-brasileira. Et le 25 de juillet, c'est un jour de célébration, mais aussi c'est un jour que é de reivindicação de femmes noires latino-americanas e caribenhas, parce que en 1992 que a commencé tout esse trabalho e esse pensée. À quelle occasion? Um reencontro de femmes noires e caribenhas em República Dominicana, e il y a un reencontro pour travailler sur a questão da femme noire, sur le préjugé, le racisme et a exploitation, et aussi aussi la questão econômica des femmes noires. Esse jour, c'est un jour de célébration, mas un jour de reivindicação, de uma agenda comum entre femmes latino-américaines et aussi caribéennes. Et quelles ont été les suites de cette réunion de 1992? Et après 1992, l'importance de remarquer qu'il y a un réseau, começou un réseau entre les femmes latino-américaines et caribéennes, parce qu'avant, non, mais esse encontro, ele vai remarquer, parce que dans ce encontro que começa un réseau de femmes em toda a América Latina. Un réseau des différents pays. Sim, toda a América Latina, pour penser
uma agenda comum entre femmes latino-américaines. Après, né, é importante remarcar aussi que a ONU, Les Nations Unies. a Nações Unidas, l'ONU, ela vai aussi aceitar, reconhecer, vai fazer uma reconnaître do 25 de julho como o Dia Internacional de Fama Noire Latino-Americana e da Caraíba. E o Brasil, em 2 de junho de 2014, né, ele adoté la loi 12.987 que a oficialisé la célébration du jour de la femme noire latino-américaine e caribenha e da Caraíba, sob o nome, nome nacional, Teresa de Benguela. Et qui était cette dame? Teresa de Benguela, ela é uma marronagem, eu não sei bem, mas em Brasil, quilombola. Oui, non, le quilombo, c'est pas compréhensible en français, c'est le lieu où se retrouvaient des noirs marrons. Marrom, oui, aussi. E ela lutou beaucoup de sua comunidade, né, na vila, uma vila que se chama Santíssima Trinité. Sainte Trinité. Oui, e hoje em dia essa vila ela é localizada em Mato Grosso do Sul, centro do Brasil. O nome dessa vila é Cuiabá. Na época de Teresa de Benguela, né, por nós, Teresa de Benguela representa a fama brasileira. La femme noire brésilienne. A fama noire brasileira e a fama quilombola, que continua os gens que habitam dentro do quilombo em Brasil. Mais... Alors, on va parler tout à l'heure du Brésil, mais auparavant, après avoir fait cette présentation de l'historique du 25 juillet, donc je vais demander à Gabriela Liascos de nous présenter la situation de la communauté afro-colombienne et plus particulièrement de celle des femmes noires colombiennes. Gabriela. Non, le premier point, est-ce que le 25 juillet est également commémoré, célébré en Colombie? Oui, effectivement, le 25 juillet, c'est une date qui ne se célèbre pas juste. D'accord. Ça célèbre dans tous les pays. Ensuite, la présence des afrodescendants en Colombie est peu connue en France, en Europe en général. Et est-ce qu'elle est importante? Oui, bien sûr. La population afro-colombienne en Colombie, c'est dans les derniers census, c'était plus ou moins de recensement, pardon. C'était des 10%. 10% de la population. Un peu plus. D'accord. Et dans quel endroit de la Colombie est-ce qu'elle est localisée? Elle est surtout localisée dans le Pacifique colombien et dans les Caraïbes, effectivement. Et donc le long des côtes? Oui. D'accord. Et est-ce que c'est une population qui a des revendications, j'imagine, parce qu'elle considère qu'elle n'est pas traitée de façon égalitaire? Exactement, oui. En ce moment, il y a plein de revendications en Colombie, mais oui, la population afro-colombienne en général a des revendications pour une Colombie plus juste, plus plurielle, avec plus d'opportunités, et en particulier des femmes. Elles sont de mères des familles, elles sont souvent les piliers, elles aident beaucoup à se tenir avec des entreprises locales, en étant des autres entrepreneurs, auto-entrepreneuses par exemple. Et quelles sont, de façon plus précise, les revendications? C'est plus de l'égalité, plus de meilleure... Et c'est une meilleure répartition de richesses dans les territoires. Par exemple, dans la région dont vous venez, c'est la région pacifique, plutôt la région de Cali. Oui, et j'ai grandi à Cali. Et les problèmes, quels sont les types de problèmes que rencontrent les afro-descendants dans cette région-là, et les femmes en particulier?
C'est surtout de la violence. La violence. Quel Et type de la de pauvreté. violence? C'est C'est une dû à violence la qui vient délinquance en fait. délinquance. C'est dû à la délinquance locale, mais surtout en ce moment avec le mouvement Le Pacte national qui a commencé le 28 avril avec, contre la réforme fiscale. Et on a vu que toutes ces luttes ils se sont unis. Et c'est en général une meilleure répartition de richesses et plus de pouvoir d'achat pour les ménages. Et la violence, en dépit de l'accord de paix qui a été signé avec les FARC en 2016, cette violence n'a pas baissé, n'a pas diminué. Et les FARC comme tels, comme groupe armé, ils n'existent plus. Ils sont maintenant un parti politique. Mais il y a d'autres groupes de délinquants et des narcotrafics qui occupent les territoires que les FARC ont laissés et qui en général étaient déjà implantés. Du coup, il y a beaucoup de violences dues au trafic des drogues. D'accord. Et le réseau associatif est important dans cette région, dans le reste de la Colombie. On le voit surtout en ce moment avec Francia Marquez, qui a gagné le prix, le fameux Nobel de l'environnement de Goldman en 2018, et que c'est grâce à des associations locales et des travaux de la communauté qu'il y en a de plus en plus de revendications, soit pour l'environnement, soit pour la répartition de richesses. Et je me rappelle quand déjà le problème était posé, quand il y a eu une nouvelle constitution et il y a eu des représentants des communautés afro-colombiennes qui ont été élus comme tels au Parlement colombien, au Congrès des députés colombiens. Oui, en ce moment, il y a fait tout est né grâce à la loi 70, qui c'est une loi transitoire, cela a permis la protection des minorités. Il n'y a rien qui mentionne spécifiquement les femmes, mais juste les minorités. Et cela aussi permet qu'il y ait des postes à la Chambre des représentants et au Sénat spéciaux pour les Afro-Colombiens et pour les indigènes. Et est-ce que dans les mouvements sociaux de ces derniers temps, actuellement, il y a un grand mouvement social en Colombie, est-ce que la communauté afro-colombienne est également mobilisée? Oui, il est très mobilisé. On l'a vu sur des vidéos, sur les réseaux sociaux et sur des informations, sur des journaux, qu'on voyait les femmes en particulier qui étaient dans les points de blocage, dans les manifestations et qui aidaient dans la préparation de la nourriture pour la communauté. On a vu en particulier à Cali, dans un point qui est appelé Puerto Resistencia, mais pas que. Une dernière question, vous êtes très jeune, et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, votre génération est mieux traitée que celle de vos parents ou grands-parents en Colombie? Il est mieux traité, mais il revendique aussi des choses. Bon. Merci. Si vous avez quelque chose à Merci ajouter. à vous pour l'invitation. Non, il n'y a pas de problème. Et donc je vais demander à Myriam Vasquez, qui est équatorienne. Myriam, est-ce que la même question, la première question, vous êtes équatorienne, éducatrice spéciale en France, dans le système scolaire et d'éducation français, et vous avez également présidé la Fédération des associations des Équatoriens en Europe. La première question, comment? C'est exact. Voilà. La première question, c'est est-ce qu'en Équateur, on commémore aussi le jour du 25 juillet? Est-ce que c'est quelque chose qui a été officialisé comme au Brésil ou en Colombie? Oui, on commémore Voilà. plutôt le 25 juillet depuis la création. Ah, depuis 1992. Oui, donc c'est les différents collectifs, les différentes organisations se sont mobilisées pour aller vers les gens
les faire comprendre, les expliquer, et qu'ils puissent avoir accès à cette information. Alors, l'autre question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est surtout pour ceux qui nous regardent. On a en France l'image de l'Équateur comme un pays plutôt d'identité indienne, autochtone, avec surtout dans la montagne et sur la côte plutôt des populations venant d'un petit peu partout. Qui n'ont pas de racines indiennes et qui sont en contradiction les uns avec les autres, mais les Afro-Équatoriens là-dedans, en France au moins, pour la plupart des gens, ça n'existe pas. Et combien est-ce que cette communauté est importante? Depuis leur arrivée au territoire, Oui. même si ce n'était pas l'Équateur à l'époque, Oui, au XVIe siècle, les afro-descendants, quand ils sont arrivés, un groupe de 25 personnes sur la côte pacifique dans la région d'Esmeraldas. Dans le nord de l'Équateur. Au nord de l'Équateur, San Mateo exactement. Ils n'ont pas eu le choix de rentrer en contact avec la communauté originelle amérindienne, les Chachis, et ils ont cohabité, même avec leurs différences, ils n'avaient pas le choix, comme je le dis. Ils ont cohabité, ils ont échangé, ils ont appris la langue, ils ont réussi à se comprendre, à vivre en société. D'accord. Et cette communauté, elle est présente uniquement dans la région d'Esmeralda ou elle est également présente dans d'autres régions de l'Équateur? L'Équateur, c'est un pays multiethnique et pluriculturel. D'accord. Il y a deux communautés afrodescendantes. Celle de laquelle je viens de parler à Esmeralda, sur la côte pacifique, et l'autre est dans la région andine. Ah bon? Et cette communauté, elle a été amenée à l'Équateur pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Donc, à la province d'Imbabura, ce qu'on connaît le Valle del Chota. Et c'est une communauté qui représente quelle proportion de la population équatorienne, plus ou moins, enfin, en gros? Selon un recensement à l'année 2019, en Équateur, pas seulement aux deux communautés, mais partout au pays, donc on habite à l'étranger, on estime 10% de la population de l'Équateur afrodescendante. Et cette communauté, comment est-ce qu'elle s'est intégrée à l'Équateur? Est-ce qu'elle a, après l'indépendance, est-ce qu'elle a eu des problèmes pour avoir des droits égaux à ceux des autres citoyens équatoriens? Ça a été une lutte permanente. Et là, en 2008, avec l'Assemblée constituante en Équateur, la constitution de Montecristi, donc là, les populations afrodescendantes et les différents peuples amérindiens ont été reconnus à part entière comme citoyens équatoriens. Mais c'est le résultat des siècles de lutte pour une reconnaissance des droits de la population afrodescendante. Et j'imagine que la mobilisation se poursuit, qu'il y a encore des revendications. On ne s'arrête pas. Grâce à la communication, à la digitalisation, c'est-à-dire on n'a plus de frontières physiques. Et nous, les femmes noires, on est ici en Europe, même en Amérique latine, on a établi des liens d'identification ethnique, de droits, avec surtout une prise de conscience de la négritude, qui on est et d'où on vient. Et dans ces luttes, dans ces combats, quelle est la place des femmes afrodescendantes? Elle est plus complexe, c'est-à-dire, même si ce n'est pas qu'on veut victimiser de la situation, mais c'est une réalité. Migrer est une femme déjà. Tout ce qui implique la discrimination, la lutte pour nos droits, est une femme. Être migrant et être noir, c'est pas facile. Mais nous, on ne va pas s'arrêter dans la lutte. On ne va pas s'arrêter. Et seulement un travail uni,
donne l'espoir d'arriver à un résultat. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, on a effacé les frontières de la femme noire de l'Amérique latine et les Caraïbes. Ici en France, on établit des liens avec des femmes antillaises, on va dire, des Caraïbes, avec des femmes d'Afrique. Donc, il y a des comités, des collectifs, des fédérations. Exemple, hier seulement, on m'a contacté d'Espagne, FIRMES, c'est une fédération internationale des femmes d'Afrique et des femmes afrodescendantes. Donc, vous voyez, on doit continuer, on doit pas s'arrêter. Là, j'ai vu que vous aviez présidé la Fédération des associations des Équatoriens en Europe. Dans toutes ces associations, est-ce qu'il y en avait des spécifiques pour la communauté afro-équatorienne ou des femmes afro-équatoriennes? Non, je parle, ça c'était il y a 10 ans à peu près. Et le dernier congrès, réunion qu'on a fait en Espagne, j'étais la seule. Mais avec tout ce travail, toute cette implication dans la vie politique, surtout en ce qui concerne nous les migrants équatoriens en Europe, j'ai eu la joie de rencontrer des femmes noires, des équatoriennes, et latino-américaines, mais surtout équatoriennes, très impliquées dans ce travail pour la femme, dans ce qui implique la femme noire équatorienne. Et pour terminer, je dirais quelles sont les principales revendications? Est-ce que ce sont des revendications spécifiques aux femmes, d'égalité, des droits dans le couple? Est-ce que ce sont des revendications d'égalité de droits citoyens dans l'Équateur, ou est-ce que ce sont des revendications d'ordre économique? Bon, il me semble avoir vu dans des statistiques que la province d'Esmeralda est une des plus pauvres de l'Équateur, ou est-ce que c'est tout ça? Et la province d'Esmeraldas, on parle de la femme noire, on parle de la population afrodescendante, et c'est la réalité, ça a toujours été la réalité dans ce qui concerne Esmeraldas et à la province d'Imbabura. C'est-à-dire, ils ont été toujours recalés dans le secteur rural. D'accord. Donc, les droits, la lutte pour les droits, c'est collectif dans les cas, ce qui implique la violence aux femmes, l'accès à la formation, à l'éducation et les droits au travail. Donc, tout ça, une femme qui accède à l'éducation, une femme qui est formée, une femme qui a connaissance de ses droits, une femme qui est chef de famille, donc la connaissance de ses droits lui permet à s'émanciper, à lutter, à se défendre, à protéger sa famille, à se former, à travailler, l'accès au travail et un peu à être libre. Merci. Bon, je vais maintenant demander à Suzette de revenir pour parler alors là, non pas de la journée en elle-même, mais du Brésil, assez brièvement. On le sait, la part de la population d'origine africaine au Brésil est importante et elle a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, mais avant, je voudrais parler que dans l'Amérique latine, il y a 200 millions d'afrodescendants. C'est une population très significative. Combien de millions? 200 millions. 200. Oui, d'afrodescendants. Donc, c'est important parce que 200 millions, maintenant, la représentativité est très invisibilisée. Et le préjugé de la colonisation et de l'esclavage. Et toujours aujourd'hui, cette population não é pas considérée comme une population qui joue un rôle très important no travail, na richesse do continente latino-américain. Ça veut dire que la population d'origine africaine en Amérique latine n'est pas considérée de la même manière que les autres populations qui sont actuellement dans les pays différents pays américains. Il n'a pas les mêmes droits, la même considération. Oui, et important, même en governo progressista dans l'Amérique latine, il y avait petits progrès, mais
très petit. Et même à gauche, né, je ne peux pas laisser de remarquer l'importance de la gauche, mais la gauche, a questão do racismo, a questão do racismo não é o centro de uma discussão, né, como doar éter a questão do racismo dentro da América Latina. Et au Brésil, Ça veut dire que pour vous, même les partis de progrès, de gauche, même centro-gauche. ont eu des comportements racistes. Oui, parce que ce racisme, Quel, par exemple? Je suis filiée dans le Parti social, dans le Parti do Trabalhador, o PT, né? E c'est très difficile l'agenda sur la question do racisme, mesmo qu'il y a un setor do PT qu'il y a discussion sobre a questão racial, né, e sur le combat au racisme, mais no général, isso não é pas la totalité du parti pour des travailleurs qui s'intéressent à l'agenda intéressant la population d'origine africaine. D'accord. Então, e o Brasil, 54% da população é noire. C'est-à-dire 100 millions de personnes. Non, plus de 100 millions. Au Brasil, il y a 120 millions de personnes, peut-être 115 millions sont noirs. Né? Isso sur 120 millions, Instituto de Geografia sur 220 millions, 115 seraient d'origine africaine. Oui. C'est uma população très significativa, très grande, mais la representativité, la invisibilité dessa população, le droit dessa população, maintenant, le Covid-19 est la première femme à mourir à Rio de Janeiro, au Brasil. C'est une femme qui est employée domestique. Né? Ela a été contaminée avec ses patrons. Patron. Et elle est morte, et ce patron non est mort. Non, pas été. Et aujourd'hui, 140 000 mortos de Covid-19 no Brasil. 540 000, oui. Morts no Brasil. Et les vítimas sont en majorité, oui, noirs. De Covid-19. Et pourquoi? Pourquoi essa população noire, ela habitait dans des quartiers desfavorisés. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de tratamento de l'eau, la condition las condições de la maison aussi, c'est précarité, et aussi elle n'est pas acesso a uma santé. E quando eu parlei de santé, não parlei de santé, la médecin, mais l'environnement, essa população ela é très discriminée e a vécu dans le quartier desfavorecido. Então, e uma outra questão grave é a questão da jeunesse noire no Brasil. Ela é exterminée, maintenant, c'est très violente, a violência da polícia, da milícia, sur essa população la milice, c'est à Rio de Janeiro. Oui, à Rio de Janeiro, mas aujourd'hui, on ne peut pas dire que la milice est au Rio de Janeiro. A milícia aujourd'hui au Brasil, ela é partout. Et il y a un président qui appuyait la milice. Est-ce qu'il y a des chiffres sur combien de Noirs ont été tués par la police en 2020? Dans meu vent, de 75% de la population de la jeunesse qui est tuée sont jeunesse. Et il y a eu combien de personnes tuées au total? Ici, je vois un total de 60 000. 6 000. 6 000. 60 000, c'est le total. Mais 6 000 ont été tués par la police. Oui. Et 75%, donc, sont des jeunes noirs. Et pour finir, c'est important também, la religion de matriz africana
a religião que Quelle religion? religião candomblé, né, que o candomblé é outra religião, se a Umbanda, Macumba, são religiões que são perseguidas pela discriminée dentro do Brasil, e il y a plus d'intolérance religiosa avec les gens qui pratiquent la religião que não é cristã, que não vem de outra origem de la communauté afro-brésilienne. Et les femmes noires, est-ce qu'elles sont organisées au Brésil? Est-ce qu'elles ont Oui, c'est toujours. des associations? Toujours, c'est la femme au Brasil, ela é aussi responsável, né, pela organização da família, ela é responsável pela organização aussi da comunidade, e ela é très forte também no ativismo político de luta por liberar a fama da opressão. E o femicídio, que mantenance é très... Féminicide, oui. Féminicide, que é très fort, féminicide, que é très fort ce moment de la pandemia, c'est la femme noire, ela é aussi tuée, né, pela violência doméstica ou pela violência da própria polícia, pela violência do cotidiana dentro de sua vila. Então, eu marquei a questão da violência da Genèse, a questão da violência do femicídio, a perseguição da religião afro-brasileira e aussi, né, dentro das comunidades de favela. Né? O ano dernier, c'est bon dire que uma femme employée domestique, a Mirtes Renata, né, a perdu seu enfant, Miguel, de 5 ans, que ele a tombé. A perdu? Oui, Ouais. ele a tombé de immeuble de seu chefe, de seu employeur. Oui, parce qu'elle ne peut pas laisser seu enfant numa creche. Il y a pas de... Et elle travaillait E ela trabalhava comme femme de ménage. como femme de ménage. E seu patrão demanda ela faire uma promenade avec le chien e laisser l'enfant avec ela, mas ela não fez para atenção ao enfant. Ela pôs o enfant dentro do ascensor e o enfant ele ia monter e ele ia se tomber do non étage. Et ce comportement donc, est symbolique de la situation, culturelle, Brasil. préjugés raciaux. No Brasil, il y a 8 milhões de ouvrières domestiques et la plupart sont noirs. Bien, mais on aura certainement l'occasion de reparler de ces problèmes, même avant l'année prochaine, et en particulier sans doute en présentant le problème des femmes noires et d'autres problèmes des afrodescendants en Amérique latine à l'occasion de la présentation du dossier avec de nouveaux espaces latinos, donc sur les influences africaines en Amérique latine. Donc merci à tous les trois. Merci donc à Suzette, merci à Myriam et merci à Gabriela, en regrettant de ne pas les avoir toutes les trois autour de la table, mais bon, c'est le Covid qui impose malheureusement ses contraintes. Merci. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.